Alors, avant de revenir à comment est-ce qu'on revient à une vie de confort, on va voir comment c'était dans l'inconfort, hein. Comment est-ce qu'on mange, comment est-ce qu'on se loge, comment est-ce qu'en gardant de la pudeur, on entretient son hygiène, comment ça se passe 2 ans de voyage comme ça. On ne sait pas où on va dormir le lendemain, en plus. C'est ça, on ne sait pas où on va dormir le soir même, en général. Ça fait partie de cet inconnu et de cet imprévu qu'il a fallu embrasser et qui ont fait partie de notre quotidien tous les jours, qu'on a appris à gérer petit à petit. Le fait d'avoir du matos de camping, c'est vrai que ça rend tout plus facile. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter en fait où on veut. On avait prévu d'atteindre ce village ce soir, on n'y sera jamais parce qu'on s'est arrêté discuter 1 heure avec ce gars. C'est pas grave, on dormira 1 heure avant le village, on plante la tente et puis bon, ça c'est une vraie liberté qui nous a rendu la vie plus facile. Après il y a des endroits où c'est pas facile de camper. Sur 3 mètres de neige au milieu des montagnes de Bosnie, il faut pouvoir compter sur son matos, un vrai sac de couchage, voilà, des trucs qui font en sorte que tout ça est possible. Ça c'est pour dormir, pour manger. Ça c'est pour dormir. Quand on est en pleine nature, vous aviez des provisions? Pour manger, on avait souvent des provisions. De toute façon, on essayait toujours de vraiment regarder quelles sont nos possibilités sur la carte, combien de temps, qu'est-ce qui va potentiellement être ouvert, qu'est-ce qui existe potentiellement sur cette carte Google qui ne montre pas la réalité, qui montre juste le pourcentage de commerçants qui ont décidé de s'y mettre, qui varie vachement en fonction des pays, évidemment. Donc c'était à nous d'être assez malins, de demander aussi aux locaux, et alors dans le village d'après, est-ce qu'il y a un truc, est-ce qu'il y a un supermarché et d'arriver à comprendre la quantité de nourriture ou d'eau, évidemment, qu'on allait devoir transporter. Ça n'a pas toujours été la même, quoi. Quand on peut ne pas en transporter, évidemment, on n'en transporte pas, encore dans cette idée que chaque gramme compte. En hiver, c'est très facile de trouver de l'eau, on peut faire fondre de la neige à condition de remettre un petit peu de sels minéraux, histoire que la machine trouve tout ce dont elle a besoin. En été, parfois, c'est beaucoup moins facile de trouver de la flotte. Parfois, on est à côté de la mer, il y a de l'eau, ne plus savoir qu'en faire. Pour autant, il n'y a pas d'eau qui est potable. Là, ça devient très compliqué. On peut jouer à Bear Grylls, à tendre des trucs, faire bouillir de l'eau et tout, mais tout ça, c'est des trucs tellement chronophages de toute façon qu'on n'a pas le temps de le faire, nous, sur ce genre d'aventure. Donc il faut toujours prévoir au maximum et faire en sorte d'être sûr de jamais être en galère, parce que bon, si on est en galère de quelque chose, c'est des gens qu'on va solliciter potentiellement, ou ça va être un SOS, ça va être un problème, ça va être... Ça me fait penser on parle de vous depuis le début, parce que en même temps c'est votre projet, mais il y a une équipe derrière, il y a une équipe qui vous soutient, un peu logistique, qui fait de la com, est-ce qu'on peut en parler Bien sûr. Un petit peu C'était difficile C'était difficile de supporter ce projet tout seul. Il y a des gens qui nous ont aidés depuis le début. Par exemple, pour 1 Kilo for the Planet, ces sacs, on les distribue gratuitement. On les envoie gratuitement, en fait. Les gens payent juste les frais de port. Et nous, on s'arrange pour leur faire un petit colis et qui récupèrent ça en Allemagne, en France, n'importe où, là où ils sont, quoi. Ça, nous, on pouvait pas le faire sur la route. C'est des gens qui s'en sont occupés ici, c'est des gens qui nous ont pas mal aidés. On parlait de la communication au début, Manon nous a beaucoup aidés sur la communication et c'est des choses où on avait besoin d'un peu de support pour respirer parce que ça représentait tout de suite des trucs tentaculaires de monter ce projet. On met le doigt et puis tellement de trucs qui s'ouvrent et on pourrait aussi faire ça et faire ci et faire ça et ça peut vite devenir gigantesque, quoi. Et puis il y a des gens aussi qui nous ont aidés ici à décharger des photos pour faire des backups, décharger nos cartes qu'on envoyait, à faire plein de choses comme ça. Les changements de matériel entre les différentes saisons, recevoir le matériel d'hiver, renvoyer celui d'été, tout ça c'est... Faire un peu de compta, faire un peu de ci, de ça, ça nous a beaucoup aidé et ça aurait été possible de le faire sans, mais possible autrement, je pense. Et très difficile. Et très difficile, ouais. Vous avez traversé 17 pays, 16 pays. 16 pays européens. Est-ce que vous avez senti quelque chose, un sentiment européen, une identité européenne en croisant ces gens de divers pays?
Oui, d'une certaine façon. Alors, on parle de l'Europe ou de l'Union européenne, ce qui sont deux choses très différentes pour nous. On ne fait pas du tout l'amalgame, parce que pour nous, on a traversé des pays qui ne sont pas dans l'Union européenne. On a fini en Turquie, on dit qu'on a traversé l'Europe. Il y a des gens qui sauteraient au plafond si on dit que la Turquie est en Europe. En vérité, on a traversé la partie européenne de la Turquie, qui géographiquement, sans aucun conteste, est en Europe. Et on a rencontré des gens très différents, avec des avis et des regards très différents sur ce qu'est l'Europe et ce qu'implique l'Union européenne. Soit des gens de pays qui n'en font pas partie et qui essayent d'y entrer, soit des gens de pays qui viennent d'y entrer et qui commencent à comprendre les conséquences que ça va avoir sur leur vie, sur la vie de leur pays, en bien ou en moins bien. C'est difficile de tirer un sentiment que les gens nous ont renvoyé sur tout ce trajet. Nous, on a le nôtre, on comprend beaucoup mieux l'impact de l'Union européenne dans un pays qui y entre. On comprend pourquoi des pays veulent y rentrer. Après, oui, on se sent aussi, je pense, tous les deux beaucoup plus européens depuis qu'on a fait ce voyage, parce que beaucoup plus proches de nos voisins, on comprend beaucoup mieux ce qu'est la vie dans tous les pays qu'on a traversés et en quoi on se ressemble beaucoup. Alors il y a des points sur lesquels on ne se ressemble pas du tout, mais il y en a plus sur lesquels on se ressemble et des points qui nous rapprochent, et que c'est pas forcément ces points-là qu'on verra représentés dans les médias, à la télé, quand on nous parle de l'Europe. On va nous parler de sujets économiques, agricoles, politiques, mais en vérité, comment on vit dans les campagnes, comment les gens font leur pain, font sécher leur viande, et ben, c'est pareil du Portugal à la Turquie. Et c'est un truc dont j'avais pas idée avant. Et puis il y a cette idée vraiment que, c'est ça, il y a cet amalgame, comme disait Marie, entre l'Europe et l'Union européenne, qui est un vrai problème aujourd'hui pour arriver à recoller les morceaux avec tout ça, parce que c'est difficile de se dégager un sentiment européen. Quand on parle du sentiment européen, et si on pose la question à plein de gens dans la rue, je pense que tout de suite ils vont penser Union européenne, sans se poser la question de l'identité continentale qui va au-delà de tout ça, que dans l'Union européenne il y a des pays qui y sont ou qui n'y sont pas, au-delà de l'IDH et du PIB par habitant, pour des raisons purement politiques, parce qu'ils sont copains avec un tel ou pas copains avec un tel, parce qu'ils ont accepté cette idée ou pas celle-ci. Bref, des choses qui sont complètement arbitraires. Nous, on a décidé de faire une Union européenne qui porte le nom du continent. Je pense qu'il faut aussi l'assumer aujourd'hui et arriver à avoir le truc comme une entité géographique aussi, ou en tout cas arriver à vraiment faire le distinguo de tout ça et comprendre que l'Europe, c'est beaucoup plus que ce qu'on imagine en termes de culture judéo-chrétienne, mais voilà, qu'il y a des pays comme la Bosnie, comme l'Albanie, qui ont des cultures très différentes, que l'Empire ottoman a laissé énormément de traces dans une immense partie de l'Europe. Et tout ça, ça nous aide à mieux comprendre l'Europe, et du coup peut-être qu'on comprendra mieux l'Union européenne aussi, qui doit être vraiment plus humaine et identitaire, quoi. On imagine forcément que vous avez dans les tuyaux un prochain périple. Est-ce que c'est le cas d'abord? Et si oui, lequel est-il? Alors, je pense qu'on est déjà en train de vivre la prochaine aventure. Elle a commencé il y a à peu près une semaine. C'est-à-dire qu'on a fini ce périple, mais le projet n'est pas terminé. On vient d'enclencher une nouvelle phase du projet, qui est le partage et la transmission en étant sur place, en ayant un petit peu plus de recul sur ce qu'on vient de vivre. On a acquis beaucoup de compétences qu'on n'avait pas avant de partir pendant ce voyage, des compétences techniques sur l'alpinisme, le montage vidéo, la communication aussi. Et aujourd'hui, on commence cette nouvelle phase de restitution. On a pour projet de réaliser un film sur ce qu'on a vécu, donc un plus long format que ce qu'on faisait pendant le voyage, d'écrire un livre aussi. Et ça, je pense que c'est une aventure à part entière. Donc la nouvelle aventure, elle est là. Ensuite, à plus long terme, d'autres aventures à proprement parler sur le terrain, en marchant ou d'une autre façon, il y en aura certainement. Pour l'instant, on est encore dans ce voyage-là.
Où est-ce qu'on ira? Je sais pas, j'ai envie de dire que ça restera une surprise. Et je pense que ce sera même une grosse surprise quand ça sortira. Mais on fera certainement des choses, ouais. Et avec la même énergie, à mon avis. Et comme on n'a pas pu tout dire parce que c'est très dense, où est-ce qu'on peut retrouver des contenus de Deux Pas Vers l'Autre? Bon, alors, Deux Pas Vers l'Autre, on peut suivre le truc sur plusieurs plateformes. Évidemment, on est sur Facebook, Instagram, on a un site internet sur lequel on a donné beaucoup d'énergie pour le rendre vivant, complet, et que ce soit sympa, qu'on puisse y découvrir des choses, y lire des chouettes articles, et voir des cartes, et mieux comprendre l'Europe. Et puis aussi, voilà, YouTube, sur lequel on retrouve toutes nos vidéos, on a fait plus de 60 vidéos maintenant. Et évidemment Instagram, qui nous propose de regarder ce parcours visuellement et de comprendre un petit peu au quotidien tout ce qu'on a vécu. Voilà, c'est une grosse présence online, mais je pense que c'est un des vrais moyens de partager cette aventure aujourd'hui. Et on a su vraiment l'embrasser, donc voilà, n'hésitez pas. Allez, super, on va aller voir et puis on va certainement s'en servir pour montrer un peu aux gens. Super. Merci beaucoup. Merci à vous. Avec plaisir.